Bonsoir à tous, nouvelle émission Putsch Live ce soir. Elle a été enregistrée avec Papacito. Papacito, bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir, ça va très très bien, un petit peu fatigué. J'ai dû quitter mon sud-ouest pour venir dans la ville du diable, mais ça va, je m'acclimate. Bon, super, très bien. En tout cas, merci d'avoir accepté l'invitation pour Putsch Live. On va faire un grand entretien sur tous les sujets qui vous passionnent. J'ai pas mal de questions à vous poser. Nicolas Vidal, bien sûr, derrière la caméra pour Putsch Live. Merci à tous d'être là. Merci aussi à tous ceux qui nous donnent sur Tipeee. C'est vraiment très très sympa. Merci, c'est très précieux pour la presse indépendante et c'est pour ça qu'on reçoit ce soir Papacito dans ce grand entretien. Première question, Papacito, pourquoi cette ambiance médiévale qui imprègne votre univers doucereux? Alors, déjà, il y a la question que moi, dans l'environnement où j'ai grandi, c'était dans le sud-ouest, le médiéval est très très présent, que ce soit dans les rues, que ce soit dans le langage, que ce soit dans les mœurs. Il est encore très très présent. Donc c'est quelque chose qui m'a baigné. C'est quelque chose auquel en plus j'adhère du point de vue esthétique. Avant que ce soit une adhésion morale, esthétiquement, je trouve ça très très beau. Je trouve ça très très pur, très épuré. Ça jouit, j'ai toujours trouvé que ça jouissait d'une image qui n'était pas méritée, qui était une image très négative. Alors qu'en fait, ça renvoie à des trucs qui me semblent être, enfin à une époque, à des valeurs qui me semblent être, même si elles sont un petit peu baroques, ultra nécessaires et plus que jamais d'actualité. Oui, il y a le côté chevaleresque finalement chez vous. J'espère, je m'y emploie. Alors, comme tous les êtres humains, il y a une part de médiocrité et on essaie de contrebalancer ce karma avec un peu en mettant un petit peu un souffle épique et chevaleresque dans notre vie de tous les jours, quoi. Bon, c'est première introduction là-dessus sur ce monde moyenâgeux, médiéval, je vais dire. Allez, une petite question d'actualité. Votre regard sur la crise de la gestion sanitaire par le gouvernement Castex? Alors, moi, bon, je suis pas, voilà, c'est pas un sujet qui me passionne. Je trouve ça très mou. J'aurais préféré une bonne vieille épidémie à la planète Terror, un truc visuel à la Robert Rodriguez, quoi, avec des têtes qui explosent et des pustules qui jaillissent. Là, c'est vraiment, on est dans un entre-deux. On est ni tranquille, ni régalé par la violence, quoi. Donc, ça me fatigue, j'en ai marre. Je pense qu'on aurait dû mieux cibler, c'est-à-dire que vraiment on aurait dû protéger les gens qui étaient à risque, laisser l'économie française tourner. Mais puisque le suicide est devenu une mode et presque une consigne gouvernementale dans tous les domaines, je crois qu'on va aller au bout du bout de l'absurde. Donc je regarde ça d'un œil un peu... Moi je suis dans la campagne, donc c'est quelque chose qui me touche très très peu. Mais justement, Papacito, vous êtes dans la campagne, vous aimez la France périphérique, vous y habitez, vous la vivez cette France périphérique. En ce moment, on a l'impression, enfin plus que l'impression, on est en train de tuer la France périphérique, ces petits commerces, ces petits commerçants, ce tissu social, c'est même une histoire de civilisation là aujourd'hui. Les petits cafés dans les villages, ce seul lieu de sociabilisation, vous n'avez pas peur finalement que ça, c'est des pans entiers de la culture française qui s'effondrent? Alors tout à fait, après moi, dans l'endroit où je suis, les gens s'organisent, je vois qu'il y a quand même un tissu qui se ressoude et je vois que les gens quand même réagissent et qu'ils voient bien qu'il faut avoir des comportements un peu plus militants. Donc moi là où je suis, les gens ont quand même conscience que leurs propres voisins sont en train de morfler. Donc, bon, je crois que les commerces se maintiennent à peu près, mais je crois savoir aussi que dans le reste de la France, il y a des coins où c'est pas forcément comme ça. Que les grands gagnants, ça va être les multinationales qui continuent à... Parce que Amazon, je crois que c'est plein pot en ce moment. En plus, eux ne paient pas d'impôts, donc il y a cette espèce de deux poids deux mesures où finalement la classe laborieuse, le petit patron qui va essayer de monter son truc, qui va se faire hacher menu, c'est toujours pareil, c'est-à-dire que soit il faut être le sous-prolétariat qui est insolvable et qui finalement peut rentrer dans ce pays sans papier, soit il faut être richissime et pouvoir se dépêtrer de cette fiscalité. Et pour le mec de base, pour la classe moyenne, c'est toujours pareil, c'est le dindon de la farce, c'est lui qui est taxé, c'est lui qui est puni, et au final, c'est lui qui est le plus attaqué. Et lui, qu'est-ce que c'est? C'est la substance vitale de la France, quoi. C'est lui qui fait la France. C'est ni le haut ni le bas, quoi. C'est la masse. Et c'est ceux-là sur lesquels on est en train de taper. Donc c'est extrêmement inquiétant, tout à fait. Et vous disiez justement quelque chose d'important, c'est en train de souder quelque chose dans cette France. Est-ce qu'on pourrait voir réémerger finalement une solidarité de la France périphérique? J'emploie ce nom générique, mais on comprend ce que ça veut dire. Finalement, est-ce qu'il pourrait réémerger et sortir cette espèce d'atomisation des individus, cet individualisme qu'on nous a vendu pendant des années, canapé, Netflix, télévision, C15 dans le jardin et Labrador, pour ceux qui ont du jardin, finalement, est-ce que ça pourrait ressouder toute une partie de cette classe laborieuse, plus moyenne, mais laborieuse des Français? Tout nihilisme conduit à un chaos qui finit par aboutir à une renaissance. C'est cyclique, c'est-à-dire que là, c'est la course à l'absurde et à la dégringolade. Il y a un moment où on finit par toucher le fond et normalement on rebondit. Est-ce que les gens sont en train de se réveiller? Bon, moi j'ai un film que j'adore qui est pratiquement ma bible cinématographique, c'est la série des Death Wish, Justicier de New York avec Charles Bronson. Charles Bronson, c'est un mec
la vie lui tape dans la gueule en permanence. Donc lui, bon là c'est dans le contexte du New York infesté de criminels des années 70, mais c'est une très très belle métaphore parce que c'est un mec gentil, il veut pas trop sortir de ses gonds, et puis finalement ça va tellement loin, il est tellement repoussé dans ses retranchements qu'il finit par aller en vacances au Texas, ramener un flingue chromé et faire le ménage et résoudre des problèmes qui dataient de 70 piges, et il les résout en 10 secondes. Donc ça c'est le genre de... C'est presque un manuel politique pour moi, c'est le genre de choses qui va devenir de plus en plus évidente pour de plus en plus de gens, parce que il y a aussi un truc, c'est que comme les décideurs sont très déconnectés du pays réel, ils ne mesurent pas le niveau de tension et l'irruption de violence qui leur pend au nez. Pour l'instant, on n'est pas arrivé au bout du bout. Il y a un moment où ce sera tellement violent pour les gens qu'il va y avoir du vrai désespoir au sens historique du terme, et qui va aboutir sur des choses historiques qui sont des massacres de grande ampleur. On évoquait tout à l'heure voilà, la Saint-Barthélemy, typiquement, la Révolution française. Il y a un moment où les gens n'ont plus rien à perdre, et c'est très très dangereux. Comment on peut comprendre qu'ils soient si déconnectés, alors que ça fait quand même 2 ans et demi, début des Gilets jaunes, réforme des retraites, en fait toute une série de mobilisations importantes. D'ailleurs, on voit aujourd'hui que le gouvernement, même la force publique, n'arrive plus à interdire les manifestations. Tant il y a de monde, tant elles sont nombreuses en France, on se rend compte qu'à Montpellier, par exemple, la semaine dernière, ils ont interdit une manif qui a eu lieu finalement, et des gens, et c'était pour le coup, c'était pas des black blocs, ça c'est des gens comme vous et moi, qui sont, comme nous tous pratiquement, finalement, ça veut dire quoi cette déconnexion? C'est-à-dire comment on peut la justifier, ou du moins la comprendre? 2 choses. La République a extrêmement centralisé les décisions. Tout se passe à Paris. Par exemple, voilà, il y a un Parisien qui décide qu'il doit y avoir un ours slovène dans les Pyrénées alors qu'il a disparu depuis 150 ans. Bon, mais il y a des ours slovènes dans les Pyrénées, ça emmerde tout le monde. Bon, après, il y a un débat là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des décisions qui sont prises sur des projections, sur des fantasmes, sur des adhésions à des idéaux qui ne sont pas éprouvables par les locaux, si vous voulez. Bon. Donc, d'une part, il y a la centralisation qui fait qu'il y a un pouvoir qui est complètement déconnecté de ses ouailles. Et de l'autre, il y a un arsenal médiatique qui continue à perpétuer une espèce d'idée flottante comme ça, que tout va bien, que les choses vont s'améliorer. Parce qu'en fait, on vit une période qui est très très étonnante, parce que la technologie ne cesse de faire des promesses et de nous amener un monde qu'on ne pouvait pas imaginer il y a 10 ans. Et de l'autre, la société, en même temps que cette courbe ascendante monte vers l'univers de tous les possibles, il y a une société qui est en train de s'écrouler. Et donc on a une tiers-mondisation hyper connectée. Et en fait ça crée une espèce de... À mon avis, ça crée une espèce de détachement du réel, et les gens choisissent à quoi se raccrocher. Les gens qui sont de mon camp, qui sont de mon obédience, large, au sens large du terme, ils finissent par... Putain, il y a du bruit là. Désolé. Non, mais il n'y a pas de souci. Ils finissent par voir le verre à moitié vide. Voilà. Donc ceux-là, ils vont se concentrer sur la dégringolade. Et il y a un autre camp qui est peut-être moins au fait de la société, qui évolue peut-être moins dans la société de tous les jours, qui lui se concentre sur la technologie et se dit, bon ben la technologie va sauver ce monde en perdition, et tout va se résoudre comme ça. Voilà. Et j'ai l'impression que c'est ces deux visions-là qui s'affrontent, et je crois que le réel est de notre côté. C'est-à-dire que le réel va s'imposer, la technologie elle peut faire ce qu'elle veut. Il n'y a pas d'application qui empêche 2 clandos de violer quelqu'un à 23h30 dans le RRD, quoi. Voilà. Donc on va voir où ça va nous mener. Je pense qu'on va atterrir dans un monde très 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 bizarre, avec des paradoxes énormes. Est-ce que j'aimerais que vous nous parliez de votre identité territoriale? Vous y êtes très attaché, d'ailleurs, vous donnez à Paris un coup de vent pour faire un peu de promo, et c'est bien normal. Et finalement, comment on pourrait la définir, cette identité territoriale? Comment vous vous sentez attaché à elle? On a l'impression qu'elle est chevillée au corps. Hein. Chez vous, elle est partout chez vous. Hein. Et pourtant, je suis pas occitan d'origine. Je suis pas mes ancêtres sont de l'autre côté des Pyrénées. Bon, c'est très très près. Il y a une histoire commune entre le nord de l'Espagne et le sud-ouest et l'Occitanie. Mais c'est même pas une question de sang. C'est vraiment une question d'adhésion à la beauté qui m'a entouré. Mais la beauté des paysages, la beauté de l'architecture, les particularités de l'architecture. Moi, c'est quand je suis parti de Toulouse et que j'ai vu l'art gothique que je me suis rappelé à quel point l'art roman me manquait, à quel point il y avait de la diversité en France du point de vue patrimonial, architectural. Quand j'ai commencé à me plonger dans l'histoire de l'Occitanie, j'ai voyagé à un degré, enfin, je trouvais ça beaucoup plus épique que le Seigneur des Anneaux, quoi. C'est-à-dire que, paradoxalement, quand on rentre vraiment dans le dur de l'histoire de France, mais on voit des choses qui sont bien supérieures à ce que n'importe quel scénariste hollywoodien peut produire, quoi. Donc il y a ça, et puis après il y a l'attachement qui vient avec l'épreuve de la vie, quoi. C'est-à-dire que moi j'ai été
mis au rugby, comme tout Toulousain qui se respecte, j'ai été mis au rugby par mon père, d'ailleurs pour lui ça a été un facteur d'intégration. C'est-à-dire que lui il est né à Figeac, de parents espagnols, et le rugby, pour beaucoup de Polonais, Italiens qui étaient mineurs, ça a été, devenir français, ça l'a été par la participation à l'équipe de rugby. Donc il a appliqué ce même modèle avec nous, et puis par le rugby, on se reconnecte à la paysannerie, au terroir, et là on rencontre des gens qui ne sont pas à la télé, du coup on apprend à les aimer encore plus, parce qu'on s'aperçoit que ce sont des gens précieux, qui sont appelés peut-être à disparaître ou à être invisibilisés, et donc ils prennent une place encore plus grande, et quand on commence à analyser tout ça, on en vient à se dire qu'il faut défendre ce monde-là. Voilà. Il y a un monde qui veut péricliter ce monde-là, qui veut l'occulter, et c'est justement parce que j'aime ce monde-là et que j'ai compris ce qu'il était, de quoi il était fait, que je veux absolument qu'il survive. Donc effectivement, moi, bien sûr, je suis au service de la France, mais ma section à moi, celle qui m'incombe de défendre, c'est l'Occitanie. Donc oui, mon combat, il est beaucoup axé autour de la défense de cette identité-là, bien sûr. C'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est la réflexion que je me posais sur les Gilets jaunes. Dès le début, je disais souvent, et je le dis régulièrement, que dans les manifs Gilets jaunes, dès le début, les grands actes, même encore maintenant, vous avez des drapeaux occitans, vous avez des drapeaux bretons, vous avez des drapeaux corses. Finalement, on a l'impression que comme une élite, finalement, la sécession des élites, la faillite des élites a tourné son regard vers Bruxelles, vers New York, Singapour, Washington, et qu'elle en a oublié la France, les gens reviennent sur leur territoire. C'est-à-dire qu'ils se réidentifient à un territoire donné, dans leur culture, leur patrimoine, leur patois, leur langue. Tout à fait. C'est votre analyse aussi, Papacito ? J'en suis persuadé. La République a commis une erreur, c'est que pour fabriquer des Français, elle a annulé des Bretons, elle a annulé des Savoyards. Alors qu'en fait, il y avait la possibilité de fabriquer des Français en gardant cet attachement-là. Et je pense que le pays aurait été beaucoup moins fractionné d'ailleurs. Parce que les gens auraient été implantés territorialement sur des choses qui les concernent directement. Ils auraient eu la prégnance de choses qui leur parlent. Parce que quand on vous parle d'Europe, quand on vous parle de Bruxelles, moi qui suis un enfant du Sud-Ouest, Bruxelles, je savais vaguement que c'était quelque part dans les endroits où il n'y a pas d'huile d'olive et où les mecs bouffent des pains de mie faits au beurre et où la religion c'est le protestantisme. Je savais vaguement ça. Là où habite le baron de Munchausen, voilà, donc très très loin là-haut, dans le nord. Et ça m'a jamais parlé. L'Europe historique, celle de Charles Quint, celle de l'Empire romain, bien sûr qu'elle me parle. Mais l'Europe de Bruxelles, vous savez, pour la plupart des mecs qui ont grandi dans les années 80-90, qui étaient attachés un peu à tout ce que nous a amené de très visuel, l'américanisation de nos cerveaux, quand on vous parle de Bruxelles et que vous visualisez des mecs chauves, bedonnants, qui discutent d'obscures lois un peu teigneuses entre le droit de la pêche des Suédois comparé à celui des Anglais, c'est emmerdant. Moi j'ai grandi avec des VHS de Hulk Hogan en train de mettre des tremplins à Ultimate Warrior dans le Skydome à Toronto. Ça ne m'a jamais parlé. Le seul truc qui me parlait c'était la bagarre du rugby le week-end. Donc il y a eu un problème même de storytelling sur l'Europe. C'est-à-dire que personne n'en a rien à foutre. Et la République c'est nul. N'importe quel roi est perçu comme étant 10 fois plus génial et épique par n'importe qui que n'importe quel politicien qu'on aura oublié dans 10 ans. C'est ça l'énorme problème. Donc en fait, oui, je pense que la région nous ramène à des trucs qui nous parlent, et le global, la nation telle qu'elle a été fabriquée par la République, ça nous ramène à des décisions de lâche, à un sentiment d'impuissance. Et puis les gens aussi, je crois, ont l'impression qu'ils ont plus de pouvoir de décisionnaire sur leur région qu'à l'échelle de leur pays où ils sont trahis systématiquement par les politiciens depuis X temps. Donc je crois que tout ça fait qu'aujourd'hui, jamais la France n'a été aussi fractionnée et jamais autant les Français ne se sont sentis aussi peu, alors pas français mais républicains en réalité. Voilà. Je crois qu'il y a un abandon du rêve républicain. Mais alors, je sais que la Covid vous ennuie, et moi aussi, à force, à un moment donné, rester dans cet état d'urgence permanente sanitaire, ça pose des questions démocratiques, et on l'a dit. Mais finalement, est-ce que le Covid-19 ou la Covid, je ne sais plus comment dire, je chercherai un jour vraiment le problème de ça, c'est pas aussi le virus de la mondialisation? C'est la question de la frontière. C'est la question de l'identité, du territoire. Regardez l'Union européenne, d'ailleurs tous les pays se sont extorqués des masques à droite à gauche sur les aéroports chinois, où les services américains sont allés extorquer des masques aux Français, où les Suédois se sont fait voler des masques par les Français à Lyon. Finalement, qu'est-ce que ça nous dit de cette mondialisation? Ça nous dit ce que nous a toujours dit l'histoire du monde, c'est que l'adversité fait que les couteaux se remettent à s'aiguiser. C'est-à-dire que
dans une période de profusion, bien sûr qu'on peut aller serrer la main de tel chef d'État et d'aller devant la tombe du soldat inconnu et dire que finalement les 2 guerres mondiales qu'on a faites, bon, mais c'était une fadaise. Et puis dès que la compétition revient, ben, les mecs de suite se rappellent qu'au début de l'humanité, il a fallu mettre des calottes à la tribu adverse pour s'imposer. Bon, donc on va pas en arriver là, bien sûr. Mais c'est rigolo qu'au moment où on nous prônait la mondialisation, heureuse, bien sûr, connectée, participative, inclusive, flexible, friendly, tout ce que vous voulez. À ce moment-là, il y a des carabistouilles avec des fournisseurs russes, il y a les mecs qui se tirent la bourre pour sortir le vaccin qui pourront vendre à tel État. Donc c'est très rigolo de voir que tout ça vole en éclat à la première petite épidémie, parce que là on ne parle pas de guerre, on ne parle pas de pénurie d'eau, on ne parle pas de pénurie alimentaire, on parle d'une petite épidémie. Bon, certes, qui fait des ravages dans le 3e âge, mais qui n'est pas non plus la peste noire. Voilà. Il n'y a pas un tiers de la population européenne qui va disparaître, on n'est pas en 1350. Bon. Donc en fait... moi, je crois que là, le mondialisme et le progressisme sont en train de se prendre l'effet boomerang de tout ce qu'ils ont promu. On a ouvert les frontières. Et alors maintenant, ils se retrouvent avec une espèce de double discours où d'un côté, il faut des papiers pour sortir de chez soi et il n'en faut pas pour rentrer en France. Ce qui est quand même un niveau d'absurdité. Vous avez raison. Les néolibéraux et les libéraux, ça dépendra de la définition. Finalement, on prône la baisse des frontières, plus de taxes douanières, voyager où on veut. Et aujourd'hui, ils sont en train de nous dire ce qu'on doit faire à Noël avec papy et mamie. C'est quand même savoureux comme histoire, ça. Alors, à préciser quand même que la définition du libéral, elle est particulière. Moi, j'estime être un libéral, mais un libéral à la découverte des États-Unis 1870. Voilà. Pas un libéral version... Avec une forte version identitaire, Papacito. Tout à fait, mais ça, il n'empêche. De toute façon, le libéral, il veut moins d'État parce qu'il veut plus de liberté. Et en France, nous sommes dans le pays où l'État intervient partout. Il a systématiquement sa main crochue dans nos poches pour venir gratter le dernier centime qui aura été gagné à la sueur de son front. C'est un État prédateur. Donc moi, typiquement, face à cet État-là, oui, je me considère entièrement comme un libéral. Pour moi, on vit dans un truc de redistribution qui s'approche. Enfin, on est dans un pays communiste, en fait. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi la gauche ne se réjouit pas de chaque minute qu'elle passe dans ce pays, parce que nous sommes dans un pays communiste. Tout le monde peut venir sans contrainte, c'est-à-dire que c'est ouvert aux 4 vents. Il y a une redistribution monstre. On est le pays le plus imposé de la planète. Staline en rêvait. La 5e République l'a fait. Donc maintenant, il faut jouir de tout ça. Je demande à mes contemporains de gauche de nous montrer à quel point ils jouissent de ce qu'ils ont réussi à acquérir. Parce que c'est la France qui voulait, ils l'ont. Voilà. Mais est-ce que finalement, vous parlez de l'État très interventionniste, finalement, est-ce que ce n'est pas non plus l'État qui met cet interventionnisme pour se mettre au niveau du néolibéralisme? Moi, je parle de néolibéralisme, c'est-à-dire on ouvre toutes les frontières, il n'y a plus de protection. Plus aucune protection, ni douanière, ni rien. Donc finalement, c'est la guerre de tous contre tous. Et qui gagne la guerre de tous contre tous? C'est les plus forts et les plus riches. Donc ça a servi, ça paupérise une partie, vous l'avez dit tout à l'heure, la classe moyenne que j'appelle moi classe laborieuse. Je finis là-dessus ma question. Vous parliez tout à l'heure de tribus, finalement de tribus, grosso modo, de territoire. Moi, je situe la nation entre la tribu et l'impérialisme. Vous, on a l'impression que c'est plus du côté de la tribu que vous ferez. Vous tournez peut-être. Oui, parce que en fait, en réalité, l'impérialisme est toujours quand même une forme d'agression et elle est rarement légitime. Elle est rarement légitime. Bon, il se trouve que le territoire français a été annexé quand même par la violence, par le domaine royal. Je rappelle que la France, au départ, c'est l'île de France. Et petit à petit, ça a grignoté et puis ils ont rattaché, ils ont fait la France actuelle. La France telle qu'on la connaît actuellement, je crois que le dernier à être rattaché, c'est la Savoie, il me semble, si je dis pas de bêtises. Et la dernière, le dernier changement géographique, c'est la perte de l'Algérie. Bon, mais grosso modo, la France, telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a suffisamment de passifs, elle a suffisamment de passés et de passifs pour être considérée comme étant un pays uniforme. Et ça y est, c'est la France. Je veux dire, je ne vais pas retourner à refaire l'Occitanie médiévale, il ne faut pas exagérer. Voilà. Maintenant, j'estime que nos frontières naturelles sont dessinées, ont été dessinées par l'histoire. Je ne crois pas que l'impérialisme est de mise. Enfin, si c'est pour aller rattacher la Belgique et récupérer Molenbeek, mais on pourra en parler. Je ne suis pas sûr qu'on ait besoin. Là, quand je dis impérialisme, c'est-à-dire moi je situe, pour moi c'est le cas national. C'est la question que je vais vous poser d'ailleurs, entre la tribu et l'impérialisme, pour moi c'est le cas national, qui est le meilleur régime politique, ou du moins la meilleure façon de pouvoir vivre en sérénité tous ensemble avec un projet commun. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile. Mais finalement, l'impérialisme, ça peut être l'Union européenne aussi. Ou la mondialisation aurait, c'est-à-dire qu'on nous impose un certain impérialisme. Ouais, après tout dépend de l'impérialisme, parce que par exemple, si c'était une Europe, comme je l'ai dit tout à l'heure, de Charles Quint, et qu'en fait on s'unit pour aller mettre fin à l'invasion arbitraire du Haut-Karabakh par l'ennemi héréditaire de tous les Européens, j'ai nommé Recep Tayyip Erdogan, si jamais c'était cette Europe-là, mais les gens adoreraient adhérer à l'Europe.
Si on nous avait vendu, c'est toujours une question de storytelling. Les Français ont 50 ans de retard. Les Américains nous l'auraient vendu de manière folle. Ils nous auraient dit It's the last crusade, inscrivez-vous, ils auraient fait des bordereaux géniaux, ils nous auraient filé des uniformes avec des croix templières, ils nous auraient dit allez, c'est la dernière croisade, il y en a une 9, c'est la 10e, ils l'auraient appelé X, ils auraient fait une présentation à la UFC, ça aurait été financé par des mecs qui ont l'habitude de faire le show, et puis on serait allé botter le cul d'Erdogan hors du Haut-Karabakh, et puis on aurait tous été contents de faire ça entre Européens. Mais malheureusement aujourd'hui l'Europe c'est, est-ce que ça vous dirait pas qu'on vote tous ensemble pour accueillir des migrants ? Alors que s'ils nous disaient, est-ce que ça vous dirait pas que tous ensemble on a récupéré le tombeau du Christ, mais les mecs seraient chauds à fond. Donc c'est ça le truc quoi. C'est qu'en fait c'est toujours pareil, c'est une question de storytelling. Les nations se fabriquent. La Russie qui a un PIB, il faut le dire, hein, la Russie qui a un PIB, je crois qui est équivalent à celui d'Espagne. Pourtant c'est un territoire qui fait frissonner tout le monde parce que c'est gigantesque. La Russie a hérité d'une très grande armée après le bloc soviétique, mais la Russie en termes de PIB c'est rien quoi, c'est l'Espagne. Bon. Et pourtant, c'est un pays que les gens respectent et craignent. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une vraie politique de storytelling. C'est-à-dire que Poutine est arrivé, il a récupéré les décombres du communisme, il a renoué ça, il a reficelé ça comme il a pu avec l'héritage perdu de la Russie éternelle, de la Sainte Russie éternelle tsariste. Et il a réussi à bricoler et à réconcilier vétérans de la guerre d'Afghanistan et Russes blancs, quoi. Donc, il y a peut-être une passion. On va pas citer une passion Ouais. pour l'âme russe aussi, une passion pour son pays. tout à fait. Alors, et sans parler de démocratie du tout, parce que je pense qu'on a des conceptions très différentes de la démocratie selon les pays, et je crois qu'il ne faut pas faire d'héliotropisme ou d'hédonisme franco-français ou même européen. Maintenant, il faut dire, il y a finalement les Russes aiment leur pays. Ouais, tout à Qui fait. que ce soit qui soit à la tête finalement. Mais je crois que les Français aussi aiment leur pays. Le problème, c'est qu'il n'y a personne qui peut porter ça et qui peut le formuler de manière globale et étatique. C'est-à-dire que l'État est partout, pour les mauvais côtés, et il n'est nulle part quand il s'agit de refaire nation. Si au lieu de filer du pognon à des enfoirés pour faire des films chiants là, qui font même pas de bénéf, on filait cette thune à des réalisateurs qui nous font des films sur la croisade des Albigeois, sur Waterloo, sur je sais pas les pyramides, sur Montgisard, mais on se régalerait. Le problème c'est que c'est le siphon à pognon pour aboutir sur des trucs de merde. C'est-à-dire qu'on paye, c'est comme si on va au resto, on voulait pas aller au kebab parce qu'on voulait un peu de standing, on fait un chèque de 500 balles, qu'est-ce qu'on a eu ? On a eu un kebab avec moins de salade que d'habitude, et sans les oignons en plus. Donc ça n'a plus aucun sens. C'est-à-dire, si je dois être taxé à 60% de ce que je gagne, dans ce cas-là, je veux vivre dans un putain de palace. Si je dois vivre la Roumanie, pourquoi est-ce que je paye autant d'impôts ? Donc c'est ça le truc, c'est que je me rappelle plus la question, mais j'avais envie d'en mettre plein la gueule aux impôts. C'était quoi la question ? Non, mais je parlais aussi du cadre national. Ouais. Oui, le cadre national, voilà, c'est le manque de storytelling. Tout le monde n'en a plus rien à foutre. Non, les gens n'en ont pas rien à foutre, mais il n'y a personne pour porter ça. Et puis il y a aussi un truc, c'est que la Russie arrive encore à fabriquer des hommes qui peuvent porter ce truc-là. Vous imaginez dans la ribambelle de politiciens qu'on a, un mec nous fabriquer du storytelling qui fonctionne, mais ils sont tous scandaleux. Ça va être compliqué là. Ben bien sûr, Mélenchon, il n'a pas de cardio, il nous parle de révolution. Déjà, les 30 mètres qu'il sépare d'un fusil, il va arriver, il va être en sueur, il va faire une attaque. Il y a aucun, à part Jean Lassalle, à part quelques mecs comme ça, il n'y a personne qui nous donne l'impression qu'il peut incarner cet héritage français qui est très très lourd à incarner. Hein. Mais c'est comme la Russie, quoi. C'est une grosse histoire et il faut un... en fait, il nous faudrait, c'est terrible, c'est pour ça que je ne crois pas en la démocratie, il nous faudrait un despote qui déboule. Ah oui, vous êtes-vous pour finalement le régime autoritaire alors ? Ah mais à fond. Ouais. À fond, bien sûr, un dictateur. Un mec qui arrive. De toute façon, le problème, c'est que la France a décidé, je ne sais pas pourquoi, ils ont fait une révolution pour dire que tous les mecs, même ceux qui avaient un bac-6, ils avaient le droit de parler. Alors, Papacito, je voudrais là-dessus on revienne. Un régime autoritaire, pourquoi ? Quel est le dessein derrière ? C'est pour réenchanter la France finalement, lui redonner sa prestance ? Parce que ça, finalement, si vous redonnez la souveraineté aux Français, quand on voit ce qu'il y a eu les Gilets jaunes, quand on voit ce qu'il y a aujourd'hui, ce que j'appelle ça le gouvernement des âmes et le chaos des opinions, on a l'impression quand même qu'il y a une réémergence du sentiment français, de ce qu'on est. Quand vous avez un gouvernement qui n'arrive plus à contrôler Bridgestone, où Agnès Pannier-Runacher et Bruno Le Maire sortent d'un bureau où on nous dit on a pris une paire de gifles, c'est fini, Bridgestone se barre, et où on a Emmanuel Macron qui est en train de passer le projet Hercule pour désosser EDF. Finalement, si on avait des élites qui soient patriotiques, alors c'est pas un gros mot dans ma
ma bouche, patriotique. Ouais, tout à fait. Est-ce qu'on pourrait avoir une élite à toujours former un pays? La Troisième République, ils ont formé, il y avait l'armée et l'éducation qui permettaient de former des élites pour réenchanter le pays et le tenir droit dans ses bottes, finalement. C'est là que je voudrais vous entendre là, sur le côté régime autoritaire. Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Ben, qu'est-ce qu'il y a derrière, c'est que quand il y a 300 mecs qui sont formés pour faire le bonheur de la France, sur les 300, il y a forcément 30 enculés qui sont corruptibles. Et c'est la première faille. Et après, ça se multiplie. Et en fait, à la fin, sur les 300, il y en a 299 qui sont des enculés. Et ils restent dans la salle. Donc, ça fait trop de mecs qui doivent prendre des décisions. Donc, on ne peut pas tous les contrôler. Il faut un type qui prend toutes les décisions et qui a le contrôle sur tout. Parce qu'en fait, ça va plus vite. La démocratie, on perd du temps. Poutine, quand vous me parliez de Macron qui est en train de désosser EDF. Le projet Hercule, oui. Qu'est-ce qu'il a fait Poutine quand à la fin à l'effondrement du bloc soviétique, il y a eu la transition avec Eltsine, qu'est-ce qu'il a fait quand il y a des milliardaires qui ont voulu faire des énormes OPA, je crois que c'est ça qu'on dit, des OPA, sur des secteurs entiers de l'économie russe. Il est venu, il les a forcés à nationaliser, il les a forcés à rester, il les a infléchis. Pourquoi? Parce qu'il était entouré de mecs qui se baladaient dans des Mercedes classe C et qui pouvaient intervenir n'importe où en Russie pour les mettre des calottes, il fallait en mettre. Donc c'est la coercition. L'être humain, quand on lui donne de la liberté, il va sur Netflix, il regarde de la merde. Il ne sait pas s'en servir, la liberté. La liberté, ce que je disais tout à l'heure, c'est pour les mecs qui ont du goût. La liberté, c'est fait pour les patriarches romains qui dirigeaient Rome. Et les autres, ils sont faits pour obéir. Eh ben, il faut refaire des types qui comprennent ce que c'est que l'Occident, la société française, et qui ne consultent pas le moindre mec pour donner son avis. Ça n'a pas de sens, ça n'a jamais existé. Moi, je suis un royaliste convaincu, en fait. Ah ben voilà, donc je suis plutôt vous, royaliste que république, hein, finalement, Papacito. Au niveau des victoires militaires, quand on avait un roi, on a commencé à perdre des guerres à partir du moment où on a eu de la démocratie. Quand il y avait un gros corse à cheval qui disait bon, l'Égypte ça va être ça, le Luxembourg ça va être la France, l'Italie ça va être la France, mais ça le devenait dans la demi-heure, putain. La Prusse a été éclatée en 48 heures. Qui a fait ça en dehors des mecs qui sont seuls à décider? Personne. On vous dira que on vous opposera que c'est la diplomatie maintenant. Ouais, mais c'est chiant, c'est toujours pareil, c'est le storytelling en fait. Ça manque de storytelling. Avant, là, quand c'était l'époque des rois, ça envoyait sévère. Il y a quelqu'un qui avait fait le ratio victoire militaire sous les régimes autoritaires et victoire militaire sous la République. Mais on n'a fait que prendre des branlées. Même nos victoires, c'est des branlées. Parce qu'on est censé avoir gagné la Première Guerre mondiale. Les Schleux, on les a jamais attaqués chez eux. Ils sont venus chez nous. Ils ont posé leur cake là, dans la Somme. Ils ont démantelé toutes nos industries. Ils sont repartis. Ils n'ont absolument pas morflé. Et aujourd'hui, leur économie va bien mieux que la nôtre. Et pourtant, on est censé avoir gagné 2 guerres sur eux. Donc je comprends pas en fait. On gagne des guerres et après ils produisent des BM et nous des Renault 21 qui calent. Donc non, c'est en fait l'histoire de France nous montre que quand il y a un type autoritaire à la tête de l'État, il y a plus de carabistouille ni dans les loges, ni je sais pas où, ni voilà. Il y a un État qui est dirigé par un mec et ce mec-là refait la France. Voilà. Mais regardez, après la défaite de Sedan au 19e, vous aviez quand même un sentiment de revanche les Allemands, finalement. Après, il y a eu 14-18, il y a eu 39-45. Finalement, il y avait encore ce sentiment patriotique de la revanche. Oui. C'est très prégnant. Et après, ça bascule après la disparition de De Gaulle, le départ de De Gaulle. Ça bascule là. Est-ce que c'est pas un problème d'élite plutôt, Papacito? Et je voudrais qu'on reparle après de démocratie. Ouais. Je voudrais qu'on revienne là-dessus. En fait, je pense pas que c'est une question d'élite. Je crois que c'est une question de modèle sociétal et de sens de l'histoire. Les Français ont divorcé de leur colonne vertébrale historique, qui est la royauté et le catholicisme. Quand on se sépare de sa colonne vertébrale, il faut s'attendre à devenir une limace. Ça prend pas, quand on a mis 500 ans de chrétienté, c'est pas du jour au lendemain qu'on devient des merdes. C'est progressif. Donc ça démarre à partir de 1790, et puis ça évolue, et puis il y a des étapes. Voilà, il y a la défaite de 1870, ensuite il y a 14-18, qui est le génocide, le deuxième génocide français après le génocide vendéen, et puis on a mai 68, et puis on a le mitterrandisme, et là on arrive au fin fond de la fosse septique. Donc ça y est, là, c'est parce que là où la République a encore été un petit peu brillante, c'est parce qu'elle avait encore des hommes qui avaient été fabriqués par la France. Là aujourd'hui, il n'y a que des hommes qui ont été fabriqués par la République, pratiquement. Donc De Gaulle, vous trouve grâce à vos yeux alors? Non, pas vraiment, parce que bon, alors là, c'est un vaste sujet De Gaulle, et il y en a qui en parleront mieux que moi, mais je pense qu'il a fait certaines choses qui ont été très profitables à la France. Il a défendu les intérêts de la France à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, il a fait des conneries monumentales. Il a un peu tergiversé. Et bon, c'est un vaste sujet. Mais non, il trouve pas forcément. Pour moi, c'est pas l'homme absolu. Il y a beaucoup de gens en ce moment qui se réfèrent à De Gaulle parce qu'ils estiment que c'était le maximum de ce qu'on pouvait voir à la direction de la France. Non, pour moi, Saint-Louis.
Saint-Louis, ça c'est le surhomme, ça c'est le modèle absolu. C'est le moment où la France a été la plus puissante. Alors il y a peut-être Napoléon, allez. Napoléon, Saint-Louis. François Ier, Louis XIV, non, vous éjectez de la chronologie. François Ier a pris les Turcs pour alliés. Et Louis XIV a été le premier à faire un peu du jacobinisme, quoi. Hein. Voilà, les régions, c'est lui qui a bâtardi la noblesse complètement. Il en a fait des tentifles des nobles. Donc il commence un petit peu à préparer la révolution qui lui tombe sur la gueule. C'est lui qui a commencé à la préparer en fait, en réalité, en rendant la noblesse complètement aliénée et en faisant une noblesse perruquée, poudrée, voilà. Mais je voudrais qu'on reparle de démocratie. Ouais. Quand même, les gilets jaunes, Papacito. Il y a quand même des gens qui sont sortis de léthargie. Il y a des gens qui sont sortis de leur canapé pour se réapproprier les ronds-points. Rappelez-vous les ronds-points. Tout à fait. Ces zones hideuses, monstrueuses pour aller de Ikea à Conforama. Les gens se sont mis sur les ronds-points qu'on leur avait mis pour qu'ils aillent plus rapidement consommer. On est d'accord. Tout à fait. Et ces gens, à un moment donné, se sont remis sur les ronds-points, drapeau français, drapeau occitan, drapeau corse, machin. Et puis ces gens, pour moi, sont sortis d'une léthargie. Ils ont repris conscience du destin national. Et de l'importance de la nation. Mais ça a été le problème, c'est que ça a été très vite infiltré par la gauche. Ça, je l'ai répété, je pense que ça a été dit un nombre de fois incalculable, mais la gauche a détruit ce mouvement, qui est un mouvement français, et qui est devenu ensuite un truc anti-français, c'est-à-dire syndical, gauchiste, on a superposé des questions qui n'étaient pas les questions de base. Vous savez, le gilet jaune, il faut quand même être réaliste. Le gilet jaune, à la base, c'est pour des questions qui sont très terre-à-terre. Hein. Je pense même qu'il n'y a même pas la question de la nation au départ. Je parle après, ils ont conscience. Pourtant, je me permets. Ouais. Et pourtant, il y avait beaucoup de drapeaux français quand même. Et Tout pour à avoir fait, fait les manifs dès le début, moi, j'ai beaucoup entendu parler de France, quand même de deux nations. Sur les ronds-points, et je parle de ça en décembre 2018. Hein. Je parle moi de l'étincelle. Je crois que l'étincelle, c'est un truc très terre-à-terre, mais comme toujours dans l'histoire de France. C'est d'abord, on se dit, putain, je souffre. Donc là, il y a une éruption. Et cette éruption, ensuite, on la conscientise, on se dit pourquoi je souffre. Je souffre parce que la France, c'est devenu plus la France. Et donc là, effectivement, il y a la réception de ce storytelling national et on a envie de se réapproprier ça. Mais l'étincelle n'est jamais quelque chose, en France, c'est jamais des questions qui sont philosophiques, c'est souvent des trucs très terre à terre. Voilà. Et après, il y a une éruption, et après, là, on va mettre le cadre intellectuel. Mais c'est ça les révolutions. C'est-à-dire qu'au début, il y a une attente de changement, puis les intellectuels se greffent à cette attente, et s'ils font bien leur travail, ça aboutit sur quelque chose qui fonctionne. Actuellement, les élites ont démissionné, c'est pour ça que la révolution des Gilets jaunes n'a pas abouti. Et en plus, il faut se méfier de révolution, vous savez, parce que la révolution décrit un cercle qui revient au point de départ. Donc je me méfie de la révolution. Moi, je suis plutôt pour la restauration. La restauration des modèles qui ont toujours fonctionné. Et on a manqué de courage, on a manqué d'intellectuels courageux. Les gens de suite ont été très circonspects à l'égard de ce mouvement-là. On l'a qualifié très rapidement d'extrême droite. Surtout les grands médias mainstream. Tout à fait. Regardez ce qu'on a entendu, les choses immondes qu'on a entendues sur les plateaux. Discrédit absolu, ces gens sont méprisables sur un grand plateau, une chaîne. Bien sûr. Quelqu'un qui passe encore d'ailleurs. Oui, parce qu'on en vient à la question du siècle. Pour moi, c'est la question du siècle. Maintenant, les médias sont le véritable et unique pouvoir. Ils font la pluie et le bon temps, c'est eux qui décident ce qui va émerger comme question, ce qui va au contraire être occulté. Moi qui suis beaucoup sur YouTube et qui vois les opérations de censure, la question des algorithmes, comment on va fabriquer une idéologie de masse en privilégiant tel type de contenu, en occultant tel autre, c'est le nouveau grand pouvoir, ce qu'on appelle les GAFA. D'ailleurs, c'est le combat que compte mener Trump. Trump est extrêmement soucieux à l'égard de ces questions-là, parce qu'il sait quel est l'enjeu, c'est un homme très avisé, et il sait quel est l'enjeu de ces questions-là, de la question des médias. Aujourd'hui, les médias français subventionnés ont pratiquement tous les pouvoirs. En fait, ils ne peuvent pas mourir de ne pas être lus ni écoutés puisqu'ils sont subventionnés. Ils ne peuvent pas être contestés, de moins en moins quand même, parce que ça pousse. Ça pousse. Il y a CNews, il y a de plus en plus de médias alternatifs. Oui, il y a la dissension qui se passe. Putsch, TV Liberté, ça c'est des médias qui commencent quand même à faire leur place. Mais on est encore tout petit. Alors j'ai bon espoir, mais leur tournant et les catastrophes arrivent à grands pas. Allez, je continue, je m'accroche à mon idée des Gilets jaunes, mais finalement, vous l'avez dit, elle a été récupérée par l'extrême gauche à plusieurs égards. Mais finalement, est-ce que ça n'a pas déclenché une lame de fond? Est-ce que ça n'a pas aussi porté des médias comme les nôtres sur ces questions-là et d'autres, finalement, de gens qui se sont dit, mais attends, il se passe un truc en ce moment en France, il va falloir que je me réinforme. Maintenant, il y a ce terme de réinformation qui est omni par toutes les grandes classes médiatiques, mais est-ce qu'il n'y a pas cette lame de fond, un déclencheur là qui s'est mis en place avec les Gilets jaunes? Alors, je suis persuadé qu'on est dans une évolution historique qui va pousser une occurrence comme les Gilets jaunes à se reproduire sous une autre forme. Donc là, c'est sûr que l'air du temps,
la gauche, les paradigmes, les grands paradigmes qui ont tenu le XXe siècle sont en train de s'effondrer. Le réel s'impose. Donc on est dans une dynamique qui va voir nos idées triompher à long terme. Moi, toute la question, c'est pas de savoir si elles vont triompher ou pas, parce qu'on est du côté de la raison et du rationnel, et le rationnel finit toujours par se réimposer. La question, c'est combien de temps ça va prendre, quels vont être les dégâts. Parce que si pour sauver la France, il faut y renoncer, c'est ça le grand paradoxe. C'est-à-dire que si notre civilisation survit, mais qu'entre-temps, on aura tout perdu, parce que là, on est en train de dégringoler, je crois que l'enseignement s'effondre, on est 10e puissance mondiale. En mathématiques, on est pratiquement dernier des pays européens, voilà. C'est bien de sortir. Bon, voilà. Tout s'effondre, globalement tout s'effondre. L'image du français à l'international est écornée au dernier degré, on ne se rend pas compte, mais on est devenu des merdes, quoi, alors qu'avant, on était un des phares du monde, alors qu'on est une toute petite nation. Le problème, c'est que les dégâts sont continus, ils sont durables, et le temps qu'on va mettre à réveiller les consciences, c'est un temps qui sera perdu, parce que la France s'effrite. Mais c'est le temps de l'histoire, Papacito aussi. Oui, mais moi ma hantise, pour vous montrer une image, voilà, Versailles, à un moment, il y aura des incapables qui vont le gérer. C'est pas encore le cas. Mais un jour, il y aura comme dans toutes les autres institutions françaises, il y aura des incapables qui seront nommés par copinage ou je sais pas pourquoi. Et ça sera mal administré, et il y a les dorures qui vont commencer à s'estomper, et on va les louer pour faire je sais pas quoi, pour faire je sais pas quel clip de je sais pas qui. Un grand patron avait déjà loué d'ailleurs. Hein. Voilà, et on va abîmer le mobilier, ah ben mince, et en fait petit à petit, on va en faire de la merde. Il suffit d'aller se balader dans les pays qui ont été abîmés par le communisme ou qui ont été abîmés par la guerre civile pour se rendre compte que le patrimoine n'est pas immortel, que c'est quelque chose qu'il faut systématiquement... Parce que les hommes passent, mais le patrimoine reste. Et c'est le patrimoine qui raconte la France. Les hommes la racontent, mais attention, parce que les hommes aussi, ils la refabriquent, l'histoire. Le patrimoine la raconte telle qu'elle a été. Voilà. L'Arc de Triomphe avec les batailles napoléoniennes qui ont été gagnées, c'est là, et il faut que ce soit là pour toujours, parce qu'il faut que ça raconte cette France-là pour toujours. Le problème, c'est qu'un jour, on va arriver à un tel niveau de délabrement que même cette histoire-là, via le monument, ne sera peut-être plus viable. C'est-à-dire que ça va être cassé, ça va être dégradé, on n'aura plus de pognon pour le... On a perdu des joyaux comme ça. On a perdu des joyaux. Je pense à la Russie, il y a des choses qui ont été détruites, mais même la France, pendant la Révolution, on a perdu des trucs. C'est pour toujours. On a brûlé des œuvres qu'on ne reverra jamais. Donc à chaque fois, on perd un petit peu de patrimoine. Et on n'en refabrique pas forcément, parce que l'histoire aussi, il y a ça. C'est-à-dire que pendant qu'il y a les ruines romaines, il y a le début du Moyen-Âge. Donc il y a les futures ruines médiévales qui se construisent au moment où on est les ruines romaines, d'accord. Mais là, qu'est-ce qu'on fabrique aujourd'hui ? Il n'y a plus rien qui va remplacer ce patrimoine-là. On ne sait plus rien fabriquer. Et vous vous posez quel regard? Alors, est-ce que dans l'éducation aujourd'hui, des enfants, finalement, on a l'impression qu'il y a tout des pans entiers de l'histoire de France qui a été éludé, enlevé. C'est plus la chronologie, c'est les grandes thématiques. Finalement, il y a aussi quelque part dans l'éducation peut-être une volonté à un moment donné de casser ce que vous appelez vous les phares de l'histoire française, non? C'est pas une volonté, c'est une politique assumée de l'éducation nationale. L'éducation nationale est le moteur principal à la destruction de la France. Après, vous avez les médias, mais la média dans le monde. Et on parlera des médias après. Hein. Mais la spécificité de l'éducation nationale, c'est de fabriquer de l'anti-France à la chaîne. Que ce soit par les livres d'histoire, que ce soit par les professeurs qui enseignent. Parce qu'un professeur qui a sa carte au Parti communiste ou chez je sais pas qui, au NPA, quand il va raconter la guerre d'Algérie ou la colonisation, il ne va pas la raconter comme un professeur qui serait d'une autre obédience politique. Comme les hussards noirs de 3e. Exactement. Donc si vous voulez, ces mecs-là ont en charge nos futures têtes blondes, si tant est qu'il reste des têtes blondes dans le futur. Plus ça va, moins on fabrique de France. Moi, j'ai encore eu la chance dans les années 90, c'était déjà la Doxa, c'était déjà Canal+, c'était déjà la merde. Mais j'avais encore des profs qui étaient un peu à l'ancienne, qui avaient compris que mai 68, finalement, c'était quand même une énorme cagade, et qui nous avaient quand même distillé un petit peu de France, et qui avaient encore un peu qui avaient encore un petit peu de retenue. Là, aujourd'hui, à l'éducation nationale, mais c'est la foire. Les gosses sont appuyés à devenir des bolcheviques. Alors c'est marrant parce que avant de commencer l'émission, je lisais sur le Twitter où on a annoncé notre émission, et il y a une professeure, une enseignante qui nous disait Papacito, ne nous met pas tout le monde dans le même panier, parce que certains de nous te soutiennent. Il faut pas faire une généralisation de ce que sont les professeurs et les enseignants. Voilà, je vous remets, je vous dis ce commentaire qui m'a paru extrêmement intéressant d'une enseignante sur Twitter. Non, mais bien sûr que quand on a balancé la bombe nucléaire sur Hiroshima, il y avait certainement des Japonais qui étaient innocents. Il y en avait même une majorité. Le problème, c'est que pour mettre fin à la guerre, il a fallu taper dans le dur. Ça, c'est horrible ce que je dis. Donc l'éducation nationale, on essaiera de faire le tri à la libération,
mais je ne peux pas me porter garant que ce sera drastique. C'est-à-dire qu'il y a des moments où on devra faire des prix de groupe. Non, c'est terrible ce que je dis. Non, bien sûr qu'il y a des professeurs qui essaient de faire le travail, mais je sais qu'ils sont brisés par leur hiérarchie. Le plus célèbre en date qui a été brisé par sa hiérarchie, qui essaie à peu près de faire son travail, on a vu comment il a fini. Bon, c'est un mec qui avait été complètement lâché par sa direction. C'est ça la vérité d'un prof aussi qui veut encore un petit peu faire de France, quoi. Je sais qu'ils essayent. Après, je sais qu'ils sont tenus par le système dans lequel ils sont. Moi, je crois que maintenant, il est du devoir de chacun de ne rien attendre de l'autre et de faire le boulot individuellement. C'est-à-dire que il ne faut pas changer d'institution. Il faut que le professeur, quand il fait son cours, il y mette ses pensées, sa propagande, quand il est du bon camp. Voilà. C'est comme ça qu'on va travailler. Je ne crois pas au changement des institutions massifs. Voilà. Il faut réfléchir comme des résistants. Pourtant, vous parlez de libération, Papacito. Oui, parce qu'on pourrait penser que dans votre bouche, finalement, un jour, il y aura un grand reset. Vous savez, souvent, c'est la grande théorie du grand reset. Il y aura un grand reset patriotique, peut-être, qui permettra de rééquilibrer toute l'administration et la structure étatique française. Oui, je crois à ça, mais j'ai pas dit que ça serait la masse qui le fera. Il est très probable, comme souvent dans l'histoire, que ce soit un petit groupe qui redessine une France à sa sauce. Ça a toujours été le cas. Hein. Ça a toujours été le cas. Dans les révolutions. C'est toujours une minorité de gens qui ont fait la révolution. Tout à fait. Et je pense que... non, il n'y a pas besoin qu'il y ait 51% des Français qui soient d'accord. Il suffit qu'il y ait 20% qui pensent bien, qui redressent ce pays, puis les autres suivront. Bon, vous faites des millions de vues, on vous connaît, vous avez une très grosse communauté. Quand est-ce qu'on vous voit sur France Inter, BFM, LCI? Parce que vous passez chez Berkoff, chez Pouce, chez TV Liberté et chez quelques autres. Quand est-ce qu'on vous voit sur les grands médias? Et question subsidiaire, cher Papacito, est-ce que vous iriez, si on vous appelait, France Inter vous appelait pour faire une matinale avec Léa Salamé et Nicolas Demorand? Ah mais j'y vais directement, je l'annonce, j'y vais directement parce que ce que ne fait jamais la gauche, c'est se confronter à une parole qui puisse un peu déranger leur certitude. Moi, je vais absolument briser ça et je serais bien malvenu de leur reprocher de ne pas être capable de le faire moi ensuite. Ah oui, moi bien sûr, si on m'invite, ça m'étonnerait beaucoup, mais si on m'invite chez France Inter, bon déjà, j'irai dire bonjour à monsieur Frédéric Fromet pour qu'on discute de la sexualité de Jésus entre quatre yeux. On rappelle qu'il avait fait une chanson effectivement sur Jésus, extrêmement un scandale absolument. Voilà. Donc j'aimerais en discuter avec lui. Et puis après, oui, s'il m'invite à France Inter, bien sûr, j'irai. Mais ils ne le feront jamais parce que, en fait, je vais vous expliquer. Ce sont des gens de gauche qui vont inviter quelqu'un qui a toutes les cases de la gauche qui sont cochées, contrairement à eux. Voilà. Moi, j'ai été ouvrier, je suis en couple mixte. Je suis pas franco-français. Ils adorent ça. Ils adorent les mecs qui viennent d'ailleurs. Moi, je viens d'ailleurs. Mes grands-parents, c'est un pédigré impeccable, il n'y a que des républicains espagnols antifranquistes. Il y a eu du camp de concentration. Nickel, je suis un prototype fabriqué pour réussir à gauche. Et pourtant, je suis un patriote catholique et ça leur ferait... Mais c'est ça qui accroche alors. Mais bien sûr, et puis ça leur ferait extrêmement mal de se faire... Enfin, ces mecs-là ne vont pas m'expliquer ce que c'est que le populaire et la vie ouvrière. Non mais voilà, donc c'est pour ça que jamais ils m'inviteront, ça serait une humiliation extrême. Vous trouvez aujourd'hui que les médias, vous disiez que c'était un pouvoir, est-ce que c'est vraiment de plus en plus un contre-pouvoir? On a l'impression quand même que c'est en train de se désagréger, les grands médias. C'est pas un contre-pouvoir, c'est un pouvoir. Enfin, un contre-pouvoir à la majorité. Ah oui, tout à fait, oui, voilà, par rapport au peuple. Un contre-pouvoir populaire, on va dire. C'est un contre-pouvoir, c'est sûr. Ils se délitent, oui, parce que malgré les tonnes de subventions, la vérité, parce que les Français quand même ont cette spécificité culturelle, qu'ils aiment la vérité. Et ils sont prêts à toutes les outrances et les outrages et toutes les hérésies pour les faire émerger. Donc on est un peuple de râleurs, mais pas que. On est aussi des gens qui sont attachés quand même au bon sens, qui est quelque chose de très très français. On n'est pas des mystiques, bon, pour le meilleur et pour le pire. Ça ne fait pas de nous de bons croyants, mais ça fait de nous des gens rationnels. Et je crois que cette volonté de faire émerger la vérité est profondément française et on ne décrottera pas les Français de ça. Donc, malgré les subventions, malgré la doxa, malgré les tambours de propagande, la France c'est la France et elle reviendra à la vérité parce que c'est dans son ADN. Voilà. Après, le plus tôt possible, je l'espère. Oui, parce qu'effectivement, on voit que les grands médias perdent beaucoup d'audience et qu'il y a une fronde. On nous a fait les anti-gilets jaunes, on nous a fait l'anti-réforme des retraites, la pro-réforme des retraites, on nous a fait l'anti-professeur Raoult, on nous a fait maintenant le pro-vaccin. Finalement, on a l'impression, enfin on a plus que l'impression que les grands médias, je le disais tout à l'heure, se commettent à contre-temps
de ce que la majorité des Français. Et là, c'est l'accusation qui tombe tel un couperet guillotinaire. C'est complotiste, conspirationniste. Voilà. Mais c'est très bon signe parce qu'en fait, ils essaient de faire émerger des contre-figures. C'est-à-dire que nous, on a des figures qui émergent par leur talent, qui s'extraient par leur force de persuasion et par leur talent. D'accord ? Je parle pas. Là, j'ai les chevilles qui vont me péter, mais je ne parle pas que de moi. Hein. J'ai un ensemble d'interlocuteurs, par exemple sur YouTube, qui sont du même bois que moi, qui sont des gens extrêmement talentueux et qui sont faits tout seuls. Donc, ils ont de plus en plus de mal à nous trouver des contradicteurs. Par exemple, typiquement, la personne qui m'est opposée à gauche, d'accord, qui est considérée comme étant le champion de l'Internet de la gauche, c'est Usul. Bon, Usul, il a la masse complète par rapport à sa crédibilité, par rapport à l'adhésion qu'il y a autour de lui. Donc ils ont de plus en plus de mal à nous trouver. Je vais en revenir au catch. Quand il y a un bon gentil, il faut un bon méchant pour que le storytelling fonctionne. C'est comme dans Star Wars. Luke Skywalker, il n'était pas génial, mais comme il y avait un excellent méchant, ça a fait un super film. Bon, et quand on a des bons méchants, il faut des bons gentils. Et le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas à sortir leurs bons gentils, quoi. Donc on devient la star du film. Hein. Et même si on est les méchants, les gens nous préfèrent. Enfin, on est censé être les méchants, les gens nous préfèrent. Et le talent de notre côté, la vérité de notre côté, donc il va y avoir de plus en plus de mal à nous donner l'opposition. Puis on les ridiculise parce qu'ils s'attachent à un monde qui est ridicule, qui s'écroule. Ils sont empêtrés dans leurs contradictions. C'est un plaisir de voir ça. Moi, je me suis jamais aussi. En même temps que je suis inquiet pour la France, j'ai une forme de délectation coupable, mais ça, je crois que c'est le sang latin et l'attrait pour le sang dans l'arène. D'ailleurs, je parle à un Nîmois, donc il comprendra ce que je veux dire. Hein. Mais j'ai quand même une certaine forme de délectation à regarder le bobo éco-mondialiste se ramasser son crachat tuberculeux de migrants sur les pompes quand il s'en bat chez lui. Ça lui fait bizarre, mais c'est ce qu'il a promu et c'est ce qui lui pendait au nez. Et maintenant, c'est le moment de payer l'addition, donc on va voir s'il est présent. Dernière chose, le moment où ça va barder, c'est-à-dire que quand les boomers et les gauchos vont devoir vivre la France qu'ils ont promue, ils vont chercher des échappatoires. C'est-à-dire qu'ils vont vouloir aller vivre en Espagne, ils vont vouloir paradoxalement aller vivre dans des pays qui ont été administrés par le fascisme pendant je ne sais pas combien de temps. Donc à ce moment-là, là par contre, je prendrai la voiture, je traverserai la frontière et j'irai faire des ratonnades de bobo. Voilà. Je l'annonce, non mais pour pas qu'on dise que c'était un truc fait à chaud. D'accord, c'est un truc, c'est prémédité. Ce sera un crime prémédité. Donc là, les mecs qui quittent la France alors que ce sont eux qui l'ont pourri, attention parce que là où ils iront, je me débrouillerai pour aller les chercher. Ceci vous engage, Papacito, mais vous le savez, vous êtes coutumier de ce genre de déclaration. Encore deux petites questions. Loi sur le séparatisme, elle vous emballe cette loi sur le séparatisme qui est en termes de... On est en train d'écrire ça, Jean Castex en a parlé hier, Gérald Darmanin... Le titre ne me plaît pas en fait. Je trouve que le titre n'est pas bien trouvé. Loi sur le séparatisme. Quel séparatisme? Le séparatisme corse, le séparatisme occitan. Bon, je crois qu'on a tous compris de quel séparatisme il s'agit. Il y a encore une fois un déficit de burne gigantesque. Est-ce que quand Charles Martel il a déboulé à Poitiers, il était là pour mettre stop au séparatisme? Non. Il était là pour mettre un stop à un problème tout à fait identifié, qu'on est en train de reprendre dans la gueule, parce que c'est la trajectoire historique de ce problème de venir nous soumettre. Donc, non, le titre ne me plaît pas. C'est toujours pareil. Charles Martel, c'est à cheval avec un marteau. L'autre, c'est des discussions avec des types qui ont fait beaucoup trop d'études pour être crédibles. Donc, non, j'y crois pas. Ça n'aboutira sur rien. C'est un effet d'annonce. Ça a fait plaisir aux boomers parce que vous savez, les boomers, ils ont besoin qu'il y ait un mec un peu centriste qui vient leur dire bon, allez, maintenant, on va quand même taper un petit peu sur les migrants parce que c'est vrai que quand vous bouffez vos foie gras avec vos retraites à 4000 balles par mois, c'est emmerdant derrière la vitre de voir des clodomaliens polluer un peu la vision qu'il y a sur la cathédrale Saint-Michel. Donc ils sont contents qu'il y ait un mec qui vienne un peu leur dire ça. Mais en vérité, Macron ne va absolument rien faire, il ne peut pas, il est tenu, il y a un agenda qui le dépasse et il va être obligé de s'y tenir. Donc non, je pense qu'il se passera absolument rien. Et en plus, il faut noter, je crois que c'est l'article 25 à vérifier, mais je le regarderai. Cet article 25 qui va pénaliser finalement la haine sur Internet avec des comparutions immédiates, des interpellations, des comparutions immédiates. Et là, on n'a pas défini le cadre. Donc finalement, est-ce que ce ne serait pas tourné? Moi, je me pose la question, très sincèrement, en tant que média indépendant. Est-ce qu'on dit que les journalistes seront hors finalement de cette disposition? En fait, ça veut dire que tous les gens qui n'ont pas la pensée convenante, même s'ils ne sont pas insultants ni violents, pourraient à un moment donné être eux aussi interpellés, mis en garde à vue, passer en comparution immédiate devant un juge. Ouais. Ça vous fait pas peur finalement ça, Papacito aussi, vous qui êtes quand même un dissident notoire? Alors oui et non, mais je veux dire pourquoi. Parce que
quand on voit un État commencer à faire ça, ça veut dire que vraiment il est au bord de la faillite, c'est-à-dire que tout s'écroule. La coercition, en plus venant de cet État-là qui est fort avec les faibles et qui est faible avec les forts, enfin faible avec les nuisibles. Si cet État se livre à ça, il va signer sa chute. Alors, très certainement que pendant 10 ans, voilà, 5 ans, je ne sais pas, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans, ça va être invivable. Mais ils ne vont faire qu'accélérer la chute parce qu'il va y avoir un tel besoin. Nous, on est des soupapes en réalité. On est même contre-productif parce que ce qui empêche certains mecs de venir mettre des coups de 12 à l'Elysée, c'est de purger un peu leur frustration en regardant des vidéos. Le soir sur YouTube, ouais, en se disant, tiens, ce qu'on dit là, ça me parle. Exactement, moi je le vois, il y a des mecs qui me disent, putain, ça fait du bien de t'entendre, je suis désespéré, ça me remet du baume au cœur. Il y a des mecs qui me disent souvent ça, et c'est le cas pour beaucoup de mes camarades qui sont sur YouTube. Dernière question là-dessus, les Gaulois réfractaires et Emmanuel Macron. Ben, les Gaulois réfractaires, ça montre tout le mépris. C'est une image qui est sympathique. Moi, je trouve ça sympathique, le Gaulois réfractaire. Le Gaulois est réfractaire par essence, puisque quand on connaît l'histoire des Gaulois, c'était des gens qui étaient déjà les uns vis-à-vis des autres. Ils n'étaient pas forcément tous copains les uns avec les autres. Donc, c'était des gens qui étaient très réfractaires à l'autre et très méfiants à l'autre. Cela dit, dans la bouche de Macron, je sais très bien ce que ça veut dire. Lui, il se réclame du New Century, du Progress World. Et qu'est-ce qu'on peut opposer à ça? On y oppose, ben pour lui en fait, ce qui est l'essence historique du français, c'est-à-dire le gaulois, d'accord, quand on réduit le français à sa toute première souche, c'est le gaulois. Et ben pour lui, c'est un mot méprisable. Donc ça en dit long sur la manière dont il voit le français. Et la figure du Gaulois, elle a toujours été utilisée par les régimes successifs dans l'ère du temps, soit comme un exemple fédérateur, soit au contraire comme quelque chose qui était honteux. Le Gaulois est tantôt un héros, tantôt un peu le grand perdant. Donc là, dans la bouche de Macron, c'est le grand perdant. Ben, cycliquement, on devrait revenir au Gaulois héros. Donc j'espère qu'on va écrire cette page de l'histoire, cette page-là de l'histoire. Bon, en tout cas, merci Papacito, c'est notre entretien. Vous avez sorti depuis quelque temps Expédition Punitive Sharing. Le bouquin marche bien, j'imagine? Le bouquin marche très très bien, mieux que les autres. Je pense que c'est parce qu'il est le plus violent de tous. Oui, là, je suis extrêmement content. Merci à vous de m'avoir reçu. C'est important qu'il y ait des médias comme le vôtre qui émergent. Et écoutez, merci pour l'interview. J'ai été vraiment ravi de pouvoir m'exprimer longuement. Merci, c'est notre boulot de vous donner la parole. Merci à tous d'avoir suivi ce long entretien de Papacito. Merci à vous, Papacito, d'avoir fait ce détour par la rédaction de Putsch. À très bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager ce direct ou cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, bien entendu. Et si vous pouvez, donnez-nous sur Tipeee pour soutenir la presse indépendante. Et ça nous permettra de continuer à faire des interviews comme celle de Papacito. Merci, bye bye à tous. Vive la démocratie. Salut. Merci.